Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Chaque semaine, nous nous efforçons de faire vivre les idées au travers des livres. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un itinéraire intellectuel, celui de Régis Debray. Bonjour. Bonjour. Vous publiez D'un siècle l'autre aux éditions Gallimard, un livre sur lequel vous appréhendez le monde que vous avez connu au travers de votre itinéraire intellectuel, et une question que tous les enfants se posent, ou qu'ils devraient se poser, Régis Debray: comment devient-on un intellectuel ? Quand on n'a plus rien à faire, on devient un intellectuel. C'est-à-dire quand on quitte la caserne ou l'armée, et qu'on rentre chez soi, et qu'on se met à dire ou à écrire ou à parler, sans se soucier de ce qui va se passer après, si vous voulez. Alors, définissons le mot. Pour moi, un intellectuel n'est pas un homme d'idées. Il peut avoir des idées, éventuellement. Mais c'est éventuellement un projet d'influence. C'est-à-dire quelqu'un qui lie, je dirais, son projet intellectuel à un projet politique. Au fond, le premier intellectuel, c'est Chateaubriand. C'est-à-dire celui qui combine un projet littéraire et un projet politique, et même qui veut arriver à la politique par la littérature. Mais disons, en gros... C'est ça que vous disiez ? Pardon ? C'est cela que vous disiez, je veux arriver à la politique par la littérature ? Absolument pas. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai quitté la politique pour la littérature. Je me suis vraiment jamais occupé de politique, moi ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai cru à un moment qu'on pouvait faire l'histoire, ou refaire l'histoire, ce qui est un peu prétentieux, mais qu'il y avait, dans les années 60, une épopée, si vous voulez, en gestation, ou plus exactement en développement, en attendant son dénouement, c'est-à-dire l'épopée de ce qu'on appelait le tiers-monde. Voilà. Et donc, j'ai rallié ce mouvement. J'en suis très fier. Ça n'a pas marché. C'est parce que ça n'a pas marché qu'on doit en avoir honte. Hein. Au contraire, je n'aime pas trop ce qui marche. Pourquoi pas marcher d'ailleurs ? Ça n'a pas marché parce que le but était de trouver une troisième voie, si vous voulez, entre la société du fric, qui est la nôtre, et la société du Knut ou du Goulag. Bon, donc on cherchait cette troisième voie, vulgairement, entre capitalisme et socialisme. Ça s'appelait le tiers-monde, vous ne vous en souvenez pas, vous êtes trop jeune. Alfred Sauvy avait trouvé ce nom. Conférence de Bandung, 56, vous connaissez tout ça parce que vous êtes tout de même très informé, malgré votre jeunesse. Et effectivement, je suis allé à la tricontinentale en 65, les trois continents étaient réunis, toutes les luttes armées étaient là. Comment ne pas s'enrôler, n'est-ce pas ? Et donc, je n'étais plus du tout un intellectuel. Vous étiez un militant qui prenait des risques, parce qu'il y a un passage important de votre existence où vous étiez confiné, mais alors vraiment confiné. Ça a débuté, je crois, le 17 novembre 1967, et vous vous êtes retrouvé dans une geôle dans le sud-est bolivien. C'était à Camiri, et vous avez été condamné à 30 ans de prison, ce qui veut dire que la vous aviez peine de mort fait... n'avait pas pu être établie. Puis ils ont découvert après que c'était pas rétrospectif une loi. Donc j'ai eu droit à cette aubaine, à cette faveur de 30 ans de prison. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est condamné à 30 ans de prison, Régis Debray ? Écoutez, on se dit qu'on a du temps devant soi pour réfléchir, et on se dit qu'on ne les fera pas. Qu'on ne les fera pas parce qu'on est dans un pays où il y a des coups d'État très souvent, où j'avais des amis... qui était encore dans la clandestinité, mais qui arriverait au pouvoir bientôt. Donc, je savais que je ne ferais pas 30 ans. Je pensais que j'en ferais 8 ou 10, voilà. Et le hasard a voulu que je n'en ai même pas fait 4. Donc, je suis un privilégié. Vous savez, pour un révolutionnaire, la prison est un passage obligé. C'est l'université classique, si vous voulez. Et ça permet de prendre du recul. Et là, j'ai essayé de passer, si vous voulez, à une autre vitesse, c'est-à-dire passer de ma petite expérience particulière aux conclusions générales qu'on pouvait en tirer, voilà. Et donc, je me suis mis à réfléchir sur la longue durée, je me suis mis à réfléchir sur l'importance de la géographie, parce que nous n'avions pas été géographes dans la guérilla.
J'ai découvert que les progressistes ont le tort de ne pas faire de géographie, et qu'ils en faisaient plus, ils auraient peut-être de meilleurs résultats. Et au fond, que dans ce monde marxiste, qui était le mien, je reste un peu marxiste, mais sur les bas-côtés, si vous voulez, on veut échapper à la géographie par l'histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on veut déduire d'une idée universelle une application concrète. Ben non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc voilà, ça m'a mis du plomb dans l'aile, comme on dit, et ça, disons, ça m'a fait mûrir. Il faut moisir pour mûrir, si vous voulez. Il ne faut pas trop avoir de distraction. C'est pourquoi le confinement est bon pour, je dirais, devenir adulte, tout simplement. Quand vous êtes-vous dit, Régis Debray, que l'idée révolutionnaire, telle que vous la poursuiviez, était une idée morte, ou en tout cas une idée dont vous ne verriez pas la vraie réalisation? D'abord, il faut savoir ce qu'on entend par le mot révolutionnaire. Pour moi, révolutionnaire, c'était la lutte armée s'opposant au réformisme, qui était la lutte démocratique. Donc j'ai abandonné l'idée révolutionnaire dès que je suis rentré en France, en 71, où j'ai rallié vulgairement, benoîtement, l'union de la gauche, voilà, avec un rejet absolu du gauchisme, qui me semblait soit une loufoquerie, soit une provocation. Bon. Pourquoi pas gauchiste? Pourquoi pas gauchiste? Mais parce que les gauchistes sont des idiots. Enfin, écoutez, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte, comme Lénine le faisait, la situation concrète. Ils vivent dans une démocratie, il y a des élections, il y a des syndicats, il y a des partis. Ce n'est pas une dictature que le monde occidental. Non. Le gauchisme, maladie infantile du communisme, moi j'étais déjà trop vieux. Monsieur Lénine qui a écrit cela. Évidemment, Lénine, ça va de soi. Vous avez l'air d'être surpris par... Non, je vous citez Lénine, je me permets de le souligner. Oui, donc... Mais je crois que... Je n'ai jamais été gauchiste. Vous écrivez... J'ai toujours été un réaliste. Simplement, quand vous êtes dans une dictature en latino-américaine, si vous ne prenez pas les armes, vous ne faites rien, n'est-ce pas? Mais si vous prenez les armes en France, en 1971, non seulement vous ne faites rien, mais vous sabotez tout et vous rendez service à la bourgeoisie. Alors attendez, parce que j'aimerais citer Régis Debray. Dans un siècle taraudé par la politique hier, une myriade de révolutionnaires sans révolution, on voit de qui vous vouliez parler, et dans un siècle bouleversé par la tech, aujourd'hui donc, une enfilade de révolutions sans révolutionnaires. Oui, je veux dire, si vous voulez, que ce sont, au fond, les ingénieurs, les chercheurs qui créent les grandes ruptures sociales aujourd'hui. Pensez par exemple à la contraception, pensez aux containers, c'est-à-dire à la circulation mondiale des marchandises, sans remonter à la pénicilline, mais même pensez au four à micro-ondes, considérable le four à micro-ondes. D'abord, c'est le salut du célibataire. C'est expédier une chose fastidieuse qui est de faire de la cuisine. On gagne un temps fou. Non. Alors, si vous voulez, plus sérieusement, je crois vraiment, on pourrait évidemment parler du nucléaire et du numérique, mais si vous voulez, honnêtement, nous sommes passés d'un monde où la politique était censée être la locomotive, et nous sommes dans un monde où la technique est la locomotive, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas une raison pour mettre la politique au panier, mais tout de même pour se rendre compte qu'il faut être, quand on est homme de lettres, je ne suis pas un intellectuel, disons homme de lettres, il faut avoir du respect pour la recherche technique et scientifique. Voilà. Bon, mais finalement, c'est aussi un peu votre côté marxiste, en ce sens, Régis Debray, oui. que... Oui. Je dirais que souvent, la matière a plus d'esprit que nous, et elle va plus vite. On passe notre temps à courir. Qu'est-ce que le numérique, ça fait? Voilà. De même qu'on a passé le temps à courir après le nucléaire, qu'est-ce que la bombe atomique, ça change. Donc, il faut partir du principe qu'on est toujours en retard par rapport à l'écosystème technique où l'on est. Et ce n'est qu'après, d'ailleurs, puisque les systèmes n'apparaissent que lorsqu'ils disparaissent, qu'on se dit, ah oui, mais qu'est-ce qui se passait avant l'imprimerie, qu'est-ce qui se passait avant la télévision, etc. Donc un jour, on se demandera, mais qu'est-ce qui se passait avant je ne sais quoi, du temps du numérique? Bon. Donc, je ne suis pas
un philosophe, je dirais, dans le ton, dans le vent, parce que je crois que, comment dirais-je, la technique, c'est la naissance de l'homme. C'est-à-dire, c'est le moment où il commence à tailler un silex, il échappe à la nature. C'est-à-dire qu'il s'invente une histoire, il va pouvoir transmettre, cumuler, accumuler. Et donc, l'homme cesse d'être un animal. Un animal, ça se répète tout le temps, hein. Ça n'évolue pas. C'est pourquoi les écologistes me font un peu peur. Parce qu'ils sont tellement obsédés par la nature qu'ils en oublient l'histoire et qu'on n'est pas un animal comme un autre. On est un mammifère un peu particulier. Je crois même qu'on a dit que nous étions des animaux politiques. Et vous avez quand même un peu fait de la politique. En 1981, vous êtes entré à l'Élysée, je crois, sur l'invitation de François Mitterrand, Régis Debray. Là, c'était de la politique. Non. Je n'ai jamais fait de politique. Qui avez-vous fait alors? Je n'ai jamais été candidat à quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu une carte de parti. Je n'ai jamais voulu être sénateur. J'aurais eu tort d'ailleurs. Vous auriez été bien ici. J'aurais été non seulement bien, mais j'aurais été très confortablement équipé et protégé. Non, je n'ai pas fait de politique en sens que je ne me suis pas mêlé des bisbilles domestiques de la vie intérieure. Je me suis occupé de ce qu'on peut appeler un peu pompeusement de géopolitique, c'est-à-dire de la place de la France dans le monde. Je fais partie, oui, aux États-Unis, on dirait d'une administration, mais en charge des relations internationales où il n'y a pas de gauche ou droite. Il y a les gens qui ont du flair, qui ont du nez, qui ont un œil, et puis il y a les cons qui n'ont que des idées préconçues, si vous voulez. Donc, non, je me suis toujours senti à l'écart du milieu politicien. Aujourd'hui, parce que, attendez, il n'y a pas de rapport entre Jaurès et Clémenceau et le sénateur d'aujourd'hui. Hein, c'est deux mondes différents. L'un est un humaniste. Il a fait parfois une thèse en latin, comme Jaurès, ou c'est un disciple d'Auguste Comte, comme Clémenceau. Ils ont un bagage historique et culturel considérable. Aujourd'hui, il y a des professionnels. Bon, d'accord, mais c'est autre chose. Des sénateurs que je pourrais vous présenter qui ont également... mais j'en ai connu quelques-uns. Non, mais attendez, il y a encore des gens très bien, hein. Simplement, le niveau n'est plus le même, parce qu'on a changé de culture, tout simplement. On a des communicants. Avant, il y avait plutôt des réflexifs. Alors justement, en parlant de communicants, on a tenté d'inviter quelqu'un aujourd'hui, Régis Debray. Ce quelqu'un, je vais vous le montrer. Voilà, François Mauriac, parce que François Mauriac, de 1952 à 1970, il a tenu son bloc-notes, un bloc-notes que nos téléspectateurs peuvent retrouver d'ailleurs en collection bouquin. Il est publié en 2 tomes, et donc dans l'Express puis dans le Figaro, il livrait ses réflexions d'intellectuels engagés dans la décolonisation, contre l'injustice. Alors il était différent de vous en ce sens qu'il était chrétien, par exemple. C'était une foi qu'il avait chevillée au corps, et il était comme vous aussi, puisque pour lui, la littérature était une sorte de prolongement de la politique. Cet invité qu'on n'a pas pu inviter parce que François Mauriac a été arraché à notre affection. Il vous parle, Régis Debray? Il me parle de plus en plus, oui. Alors, quand vous avez dit intellectuel, non. François Mauriac ne savait rien de sociologie, ne savait rien d'économie. Il n'a été agrégé de rien. Et il a tout compris. C'était un écrivain doté d'une immense connaissance de l'histoire, d'une immense culture littéraire et poétique, qui a inventé ce genre extraordinaire qui consiste à regarder le bulletin d'information à la télévision, ce qu'il faisait, en pensant à Pascal, saint Thomas, et en quelque sorte en confrontant, pour aller vite, Pascal et Brigitte Bardot, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'il voyait l'actualité de haut, mais de façon très réaliste, car rien n'est moins angélique que le regard de Mauriac. C'est un regard hyper réaliste, très cruel,
qui admet qu'il y ait du Mazarin dans les Richelieu et que De Gaulle ne soit pas toujours blanc-bleu. Ce qui n'empêche pas qu'il a compris que De Gaulle anticipait sur son temps. Mauriac a tout compris tout de même. Et écoutez, en 1936, il choisit la République. Pour un chrétien, c'est pas mal. En 1950, il choisit l'anticolonialisme. C'est pas mal. En 1960, il a compris que l'Empire américain est là. Et comme Simone Veil disait à la fin de sa vie, ils vont américaniser le monde, donc l'Europe. Et je dirais qu'il a même compris l'écologie à un moment donné. Parce que si vous lisez bien le bloc-notes dans les dernières années, n'est-ce pas, près de 70, il est bouleversé par la disparition de l'agriculture, la disparition du silence, la disparition des oiseaux, le bruit, le moteur, c'est notre ennemi. Alors il ne prononce pas le mot écologie, mais il a cette sensibilité de la terre. Vous me direz que pour un propriétaire de vigne, c'était un peu normal. Autrement dit, pour moi, oui, Mauriac est exemplaire par ce mélange qu'il fait de l'éternité avec l'histoire. En tout cas, ce mélange qu'il fait d'une vie intérieure et d'une sensibilité au monde extérieur. En sorte que ces notes, c'est à la fois un monologue intérieur et un compte-rendu d'audience, si vous voulez. Et ça, je crois que cette fusion de l'intime et de l'actualité, c'est extraordinaire. C'est un peu ce qui nous manque. De Gaulle, c'est un rendez-vous que Mauriac a eu, puisqu'il s'est véritablement engagé pour lui. Et vous, vos rapports avec De Gaulle, Régis Debray, je crois que vous ne l'avez pas rencontré. Non, malheureusement, je n'ai pas rencontré De Gaulle. Je l'ai quitté, si j'ose dire, en 1961 ou 62, pour aller en Amérique latine, où j'ai rencontré des gaullistes partout, notamment Fidel Castro et le Che Guevara, qui était gaulliste, n'est-ce pas, et qui admirait beaucoup son esprit d'indépendance, son caractère, le fait qu'il ne s'agenouille pas comme ont fait tous les présidents successifs après lui devant l'Empire américain. Et j'ai découvert peu à peu que De Gaulle n'était pas du tout le passéiste que j'avais cru. Vous savez, on disait toujours De Gaulle, c'est au musée, etc. Mais que c'est un homme qui avait compris qu'il y a de la permanence dans l'histoire. Vous vous souvenez peut-être que quand il parlait de l'Union soviétique, quand il parlait de la Russie, les autres parlaient de l'Union soviétique, on se moquait de lui, mais la Russie c'est fini. On lui disait République démocratique allemande. Vous parlez de la Prusse, mais la Prusse c'est fini, De Gaulle c'est un homme du 19e siècle, etc. Il a anticipé, si vous voulez, la permanence, voire la résurgence du phénomène national dans le monde entier. Pour un homme qui voulait défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qu'il a fait, y compris pour la France. Il voulait, ce qui est très ambitieux, que la France dispose d'elle-même. On sait que c'est très difficile, c'est fini. Bon, enfin, à un moment donné, il a cru, et à la fin de sa vie, il y a un mot très émouvant, il dit « J'ai voulu rétablir la civilisation européenne, et j'ai échoué. » Et c'est vrai. Il a échoué dans la mesure où l'Europe n'est devenue qu'un grand marché et pas du tout un pôle civilisationnel, si vous voulez. Le pôle civilisationnel a été annexé par la civilisation atlantique. Donc, il y a chez De Gaulle quelque chose à la fois de volontariste et de mélancolique. Enfin bref, je dois avouer, très ému par ce personnage. Et je dois vous avouer que j'ai souvent les larmes aux yeux quand je l'entends, peut-être parce que je suis mélancolique ou nostalgique, mais il faut se souvenir, et ça Mauriac nous le rappelle, qu'il a été l'homme le plus insulté de France. De Gaulle. Oui, c'était pas une personnalité consensuelle. Mais c'était quand on et Mauriac était très sensible, parce que lui également se jugeait, je suis le vieil homme le plus insulté de France. Mais il en avait un autre, c'était De Gaulle. Il faut se rappeler que De Gaulle était assassinable à tout moment, assassiné dans la presse, tous les jours, traité de fasciste, de dictateur, de vieux con, d'antisémite. Il a eu droit à tout. Ne critiquez pas la liberté de la presse, Régis Debray, mais... oui, mais enfin, c'est je pas... veux vous entendre sur la nation, parce que De Gaulle vous a
appris, réconcilié, je ne sais pas quel verbe utiliser, avec l'idée de nation. Et finalement, à gauche, c'est une idée qui n'était pas si courante, qui peut-être maintenant l'est un peu plus. Je vois surpris. Excusez-moi, la nation, c'est une invention de la gauche. Enfin, écoutez, c'est tout de même... ça commence à Valmy, enfin, ça commence à la Révolution française, ça commence à la souveraineté du peuple. Enfin, attendez, la nation est une idée de gauche qui a été à un moment donné captée par la droite, qui en a fait quelque chose d'autre, qui a fait, non pas de la nation, mais de la tribu. Hein, c'est différent, ça c'est la nation ethnique, la nation raciale, la nation de la terre et des morts. C'est pas la nôtre. Nous sommes pour une nation élective. Nous sommes pour donner la nationalité à des étrangers s'ils la méritent. Bref, oui, simplement, c'est pas une lubie, la nation. Mauriac la définissait en disant ce n'est pas un concept, c'est tout ce qui résiste à la force matérielle. C'est-à-dire, c'est un principe spirituel incarné dans une communauté. C'est pas mal, non? C'est très bien. Si je vous embêtais avec l'idée de nation, c'est parce que vous dites, Régis Debray, que vous n'avez pas les idées de vos amis et les amis de vos idées. Oui, c'est-à-dire, j'ai des idées qui peuvent passer pour un peu, comment dirais-je, conservatrices, parce que je n'ai pas un grand optimisme historique. Et que la gauche, fondamentalement, c'est l'optimisme. On est d'accord. Un tempérament pessimiste sera toujours un tempérament de droite, si vous voulez. Alors, évidemment, ça me met un peu en porte-à-faux, parce que je suis un homme de gauche qui ne croit pas tellement que les lendemains chanteront. Je pense plutôt qu'ils peuvent être pires qu'aujourd'hui. Donc, ça me donne un peu une posture, je dirais, comment dirais-je, un peu sardonique et pincée. Mais les gens de droite m'embêtent beaucoup, parce que je les trouve... ils sont toujours du côté des riches. Moi, ça me plaît pas. Régis Debray, je vous propose de regarder maintenant Marie-Pierre Bourgeois. Chaque semaine, Marie-Pierre va en librairie et nous donne des nouvelles de l'actualité des livres. Lui aussi revient sur sa vie, désormais inscrite dans l'histoire. Je vous parle évidemment de Barack Obama, qui sort Une terre promise chez Fayard. Le tout premier tome des mémoires de l'ancien président des États-Unis retrace son parcours. Ça commence par ses tout débuts au Sénat et ça va jusqu'à ses 2 premières années à la Maison-Blanche. Alors attention, ne soyez pas déçus, il n'y a pas de scoop dans cette autobiographie. C'est plutôt la grande histoire, la mort de Ben Laden par exemple, qui va s'entremêler avec sa vision de la démocratie américaine et tout un tas de petites anecdotes autour de sa vie avec sa femme Michelle et ses filles. Attention, fans de mauvais esprit, abstenez-vous, écoutez ce que cela donne. Vous vous dites que vous ferez ça plus tard, à un moment plus opportun. Mais ce n'est pas vous qui choisissez le moment, c'est lui qui vous choisit. Soit vous saisissez la chance qui s'offre à vous aujourd'hui, soit vous décidez que vous êtes disposé à continuer votre route en sachant que vous avez laissé passer cette chance. Notre autobiographie, qui fait aussi l'actualité chez les libraires cette semaine, c'est celle de Michel Vinocq avec Jours anciens chez Gallimard. Ce spécialiste de la vie politique et culturelle prend la plume pour nous raconter comment il est devenu historien. Pour cela, il nous raconte son enfance et son adolescence. On y croise des prêtres ouvriers, des communistes, des malades de la tuberculose. Je me souviens des jours anciens et je pleure, écrit Verlaine. Moi, je me souviens des jours anciens, mais contrairement aux poètes, je ne pleure pas. Pourquoi les évoquer ? Le sentiment d'un temps qui s'emballe, comme si nous étions transportés dans un train fantôme. Pourtant, ce passé qui s'est évanoui, ce monde désormais lointain, nous en sommes le produit. Même disparu, il nous habite de quelque manière. Et puis enfin, arrêtons-nous sur la biographie de l'écrivain Paul Morand de Pauline Dreyfus chez Gallimard. Paul Morand, c'est cet auteur dont on peut retenir plusieurs choses. D'un côté, l'amour immodéré des phrases bien ciselées et de l'autre, son admiration pour le régime de Vichy. Pauline Dreyfus, elle, ne cache aucune de ces deux situations et montre à la fois ses compromissions et son don pour la littérature. Tout cela sur fond de fêtes endiablées au Ritz et de voyages dans le monde entier. Morand fut de toute façon son propre procureur et avec quelle férocité. Il le savait, ce qui reste d'un écrivain, c'est une œuvre avec ses pépites et ses cailloux. La politique ?
une vérole que les écrivains devraient bien se garder d'attraper. La légende, hideuse et mensongère, elle a fait de lui une sorte de club méditerranéen de la littérature. La vie a passé trop vite et je n'en ai rien fait. Des destins, de l'histoire de la littérature. Bonne semaine de lecture à vous. Merci beaucoup, Régis Debray, de nous avoir rendu visite. D'un siècle l'autre, votre livre est publié aux éditions Gallimard et je dois dire qu'à Public Sénat, nous l'avons beaucoup apprécié. Merci à vous. À bientôt sur Public Sénat. Merci pour votre fidélité. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.